Alors, c'est le printemps, voilà. Donc, je vous ai fait une petite sélection, voilà. Donc, je vais vous y lire des extraits. Donc, une superbe autrice, là, justement, on va commencer par une lecture, un extrait qui parle du printemps. Samira El Ayachi, que j'ai découvert en me renseignant sur, je sais plus, en fait, en tombant sur un reportage qui parlait des hommes marocains qui ont été embauchés dans les années 70 par là, pour la réouverture des mines dans le nord de la France, puisque suite à la suite de la crise du pétrole, voilà. Donc, et là, en fait, on a une autrice, donc Samira El Ayachi, qui est la fille justement d'un mineur marocain, voilà, berbère et tout ça. Et elle nous raconte, elle a fait un roman qui s'appelle Le ventre des hommes, et c'est vrai qu'il est beaucoup basé sur son enfance, voilà. Elle a grandi dans les mines, voilà. Et ensuite, je vous lirai un passage aussi de alors le ventre des hommes, Samira El Ayachi, ça doit dater de 2022, je crois. C'est récent. Et puis en 2019, j'ai vu qu'elle avait écrit un autre bouquin, donc j'ai loué également à la bibliothèque, qui s'appelle « Les femmes sont occupées ». Donc, très intéressant, je vous lirai un petit passage également. Et on finira, voilà, vous allez voir, par donc Daniel Delanoë, je vous lirai la conclusion de cet ouvrage, excellent ouvrage, sur sexe, croyance et ménopause, voilà, sur tout ce qui concerne les représentations, tout ça. Voilà. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ben, genre, j'ai fait un pain, et vous allez comprendre, ça sera pour illustrer la lecture. Alors, page 323. Le printemps, justement. Le printemps va forcément arriver. Dans le creux de mes petits bras, me forcera à quitter le silence, me conduira dans les couloirs de la vie vibrante. La lumière revient à nous sur la pointe des pieds, esquisse parfois des oranges derrière le gris sombre du ciel. J'avais oublié à quel point c'est bon. Heureusement, le printemps arrivera chaque année, à point nommé, avec ses robes couleur rouille et son goût de café brûlé. Ces soirées d'éternité chaude à lire et à se raconter. J'entends les mots de ma mère qui tournent autour de moi, ceux que je n'écoutais pas, le stock de mots disponible, aucun désir de renouveler la marchandise, son dictionnaire intime, l'aboutissement d'une vie. Ça va aller, ça va aller. Et elle retourne ses mains, et elle retourne ses pains chauds, ses gâteaux au miel. Sa cuisine divine, je me mets à côté d'elle et je plante mes doigts dans la farine mélangée à l'eau et à la levure. Ça fait les doigts tout collants, tout gluants. Ça fait des guilis dans le ventre. Mes premiers essais sont un massacre. Ça va aller, ça va aller. Ça fait des semaines que je tente. La farine est indocile. On dirait du ciment. Je n'arrive pas à décoller mes doigts et ça m'embête. Il faut verser de l'eau bien chaude. Ma mère agrippe la bouilloire, verse les eaux brûlantes dans le plat creux où mes mains peinent à effectuer des gestes et ce contact lacère ma peau. Je pousse un cri. Ma mère rit de moi. Ses doigts habitués à travailler résiste aux hautes températures. Ma mère m'aide à me refroidir, souffle sur mes doigts et me dit en berbère « Ça va pas te manger, c'est de la nourriture ». Elle reprend sa place, sa tribune, son autel et pétrit la pâte avec son corps, avec ses poings. À ses côtés, le temps se dilate, l'espace s'ouvre. Elle me montre comment elle fait, comment ses mains travaillent la matière, comment elle danse avec la table, comment son bassin fabrique le pain. La reine-mère, on partage un monde. J'entre dans le sien, un monde de silence et de joie simple. Cette toute présence à l'enfance, ma mère, qui vit chaque jour après l'autre pleinement, elle l'a toujours gardée. Toute la philosophie des stoïciens, de Spinoza, tout ce que l'on peine à toucher par l'esprit, tout ce détour par la pensée, toute cette quête effrénée de la puissance de l'instant, dans le saladier enfariné, en train d'être pétri sous les mains de ma mère, par les mains de ma mère, tout ce détour hors de toi, pour finir là, à tourner dans les jupes de ta maman. Le téléphone sonne, et il y a de la levure partout.
sur le combiné. Ce n'est pas la directrice de l'école, pas Mathieu qui voudrait entendre ma voix, ce n'est pas l'agence pour la visite d'un appartement, ni l'avocat pour les démarches en cours afin de faire valoir mes droits de visite de mon bel enfant. Ce sont mes mondes qui se fissurent, tous mes mondes, tous mes piliers, tous mes ponts, en une fraction de seconde. Je prends mes clés dans mon sac, je regarde maman doucement, je l'embrasse délicatement sur le front, le goût de son foulard rose et orange sur mes lèvres cassées. Jusqu'ici tout va bien. Je traverse la salle à manger et le petit couloir du fond et les murs s'étirent vers le ciel, débordent du plafond, s'humidifient et s'allongent, poussent le ciel gris et font reculer le soleil plus loin vers l'horizon, qui s'excuse et fléchit. Mon corps sait ce qu'il a à faire dans la voiture, comment passer la première, la seconde, je roule dans la nuit en plein jour. Les clignotants à droite, à gauche, les voitures, les camions, les pompiers qui me cèdent le passage, toutes les voies s'ouvrent pour me conduire à l'endroit où on ne sait comment on ne reviendra. Dans le bâtiment, on m'indique à voix basse le sous-sol, l'ascenseur jaune. Je n'avais jamais vu comme le couloir de l'hôpital est long et étroit. Je m'accroche à la lumière verte qui cligne tout au fond, aux panneaux accrochés sur les murs, aux tableaux et décorations dessus, et sur des petites tables blanches. Pour l'instant, ma jambe me soulève encore un peu. Pour l'instant, ma jambe tient. Pour l'instant, tout le monde est vivant. Pour combien de temps? Avec mon père, au printemps, il y a 2 ans, lui et moi, face aux eaux sèches de l'oued de la vallée du Draa. Le soleil était beau et s'apprêtait à plier sous les draps du désert à l'heure d'El Maghreb. Papa, les yeux d'un jeune homme, papa devenu petit garçon, il était très touchant. Il avait une barbe, il avait mis son plus bel habit traditionnel, une djellaba blanche. Il se rase la moustache, mais se laisse pousser la barbe. Mon père, ça me fait bizarre, je sens qu'il est en train de changer de physionomie. Et ça me fait bizarre de voir mon père avec une barbe. Ça me fait bizarre de voir mon père vieillir et ressembler à un imam. On a oublié que les parents avaient eu des vies à eux, qu'ils retrouvent désormais 3 à 4 mois par an ici. Ils vivent à cheval sur plusieurs temporalités. Ils viennent, ils partent, retrouver leur autre part d'eux, qu'ils aiment aussi volontairement. Ils me racontent alors, par bribes, comment ils s'étaient retrouvés d'un coup orphelins, la gueule dans la mine, sur le carreau. À cause des patrons, j'ai pas pu enterrer mon père. Ça me restait longtemps comme des nerfs en boule sous la peau. Pas bien de vivre loin de ses enfants pour ça. Aujourd'hui, je m'ennuie. On n'est pas parti à cause de pas de travail, on est parti à cause de la sécheresse. Je sais pas comment ils vont faire. J'envoie de l'argent, mais c'est pas assez. Ils vont crever la dalle, ils cultivent la pastèque, c'est n'importe quoi. Ça boit trop d'eau. Ici, nous, c'est les dattes. Mon père et ses angoisses d'exilé climatique qui pensent à la vie d'après, d'ici, pour les siens, pour sa terre, pour les générations qui arrivent. Mon père, un homme de la terre, de toutes les terres, en dessous, au-dessus, la terre. Il sait que c'est elle qui le nourrit. C'est elle le mangera. C'est elle, le ventre des hommes. On peut trouver des solutions pour l'eau et faire les démarches par rapport à la mine pour sa maison, les droits en nature qu'il a perdus pour la différence de retraite en fonction de la nationalité. On pourrait aller au tribunal. Tout ça, c'est derrière maintenant. Je regarde mon avenir. Il m'avait répondu ça, et les montagnes de l'Atlas se cachaient pour rire. À ce moment-là, je ne savais pas encore quel autre homme avait été mon père. Que mon père avait beau garder ses secrets, partir en courant loin de nous, l'héritage se fiche de la parole. Il trace d'autres voies insoupçonnées pour arriver à soi dans les plis du corps. Il occupe les bureaux la nuit par la force. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais la fille de mon père. « Viens voir le champ de là jusque-là. C'est à nous, Marc. » Mon père veut régler les questions de terre avant sa mort. Il est pile à cet endroit. Pour lui, l'écriture n'est pas un signe, mais une trace. Il ne dit pas « écris ». Il me répète « Marc ». Il veut que je comprenne où chaque parcelle est. J'aime mieux fixer l'ocre, le rouge, le dégradé de couleurs, terre qui danse tout autour de nous, le désert avance. Et le ciel chaud, comme un couvercle, nous enserre. Il insiste.
mon père. Il y aura de moins en moins d'eau au village. Qu'est-ce qu'on va faire si je suis mort un jour? Surtout, vous ne m'enterrez pas au désert. Moi, mon pays, c'est là où j'ai passé ma jeunesse, où j'ai lutté, où j'ai dû devenir un homme, à côté des terrils, à côté de mes cafards, tout là-haut, dans le Pas-de-Calais, près de Laon. Alors, je vais enchaîner avec la deuxième lecture, parce que, voilà. Donc, même autrice, plutôt un roman, Les femmes sont occupées. Alors, roman qui évoque la situation d'un personnage, d'une femme qui se retrouve à être une mère séparée, voilà, qui élève seule son enfant. Et on va la voir évoluer un petit peu, progresser. Et c'est toujours avec ce très très beau langage. Je vous conseille vraiment cette autrice. Magnifique usage de la langue, donc à la fois avec l'imaginaire d'une berbère aussi. Et c'est vraiment magnifique. Une belle prose. Alors, j'ai choisi un petit passage, vous allez voir, qui ne parle pas du printemps, mais un petit exemple. C'est en hommage aussi au groupe de personnes, à tous ceux qui se regroupent pour vivre l'esprit village, on va dire. Près de toi, petite chose, biberon tétine, doudou joue. Petite chose s'amuse près de toi et te laisse travailler un peu. Il prend des crayons, ça tétine dans la bouche, nouveauté, des nouveautés. Au moment où tu apprends à t'imposer d'égal à égal dans l'espace public, petite chose se met à parler. De jour en jour, il enrichit son vocabulaire. Ça a commencé par bateau sur l'eau, puis lapin, tortue. Tu plonges à pieds joints dans les comptines de ta propre enfance et découvres, ébahi, que tu en connais des dizaines par cœur que tu chantes avec petite chose. Te voilà rentré dans le cycle de la vie, avoir un enfant. C'est rentrer dans la ronde. Avoir un enfant, c'est rentrer dans la ronde. C'est savoir qu'on va vieillir, qu'on va mourir. Qu'est-ce qui te ferait peur à l'idée d'être mère? Céder à l'irréversible tour du temps. T'es allé chez la fleuriste du quartier, t'as acheté un sapin à 30 €, attrapé la bête, l'a mise dans ta Clio. T'es passé par la boulangerie prendre des petits anges en chocolat noir ou blanc. Tu as retiré les photos de vous deux accrochés dans la chambre. T'as convoqué tes amis, Julie, Myriam, Anne, Élodie, Nadia, Shadia, Zoé, Jeanne, Manu, la bande à Céline et leurs enfants. Avec eux, tu revisites un pays dont tu avais oublié l'existence. Tu tombes pile sur ce que tu cherchais sous le canapé le soir de la grande rupture. Les contours furieux et fous de ton enfance par morceaux épars que tu rassembles activement, désormais à chaque fois que tu le peux. Vous avez fabriqué à 12 mains des guirlandes en papier et, dans le même temps, une famille jolie. Autour de petites choses se rassemblent des tatas, des tontons, des figures attachantes. Avec le temps, s'arrange un village africain où grandira petites choses, façon collectif, ensemble. Sur fond de musique afro-caribéenne, ça décore l'arbre déraciné, l'arbre en exil. Ça tourne autour du sapin, comme des Indiens autour d'un feu. Ça orne de papier alu argenté mal découpé. Ça déchire le papier cadeau. Ça mange des cakes aux légumes, un poulet rôti, des pommes frites sauce ketchup, des tas de friandises. Ça boit du champomis en chantant. Et puis, alors, une fois tout le monde rentré dans son nid, dans la nuit fragile du 24 au 25 décembre, petite chose t'a fait un cadeau inouï. Il s'est endormi seul dans son lit à lui. T'as pu, pour la première fois depuis 1000 ans, passer 8 heures sans discontinuité à roupiller. C'est pas des conneries, le Père Noël existe pour de vrai. Voilà, c'est plein de petits chapitres. Voilà. Donc c'était Samira El Ayachi, un extrait « Les femmes sont occupées ». Et on va finir cette séance de lecture. Voilà, justement, on enchaîne.
qu'est-ce qu'il y a après? Alors cette fois-ci, c'est pas un roman, hein. C'est un psychiatre, Daniel Delanoë, qui a fait une étude sociologique sur justement à la fois reprendre un petit peu les représentations historiques, anciennes, tout ce qu'il a pu trouver sur la ménopause, et puis aussi il a fait une recherche aussi en interrogeant un échantillonnage de femmes, et de là je vais vous lire ses conclusions, on va dire la conclusion de cet ouvrage. Je vous le recommande si vous vous posez des questions sur la ménopause, c'est très intéressant, il a un peu débunké tout ça. Alors on y va. Donc c'est la conclusion, on est à la page 195. Depuis l'écriture de l'histoire de Sarah, dans la Genèse et probablement de tout temps, les sociétés ont eu connaissance de l'arrêt des règles et de la fécondité féminine à partir d'un certain âge. Selon une idée reçue, mêlant sens commun et données biologiques, et plutôt développée dans le monde médical, le fait de vivre après l'arrêt de la fertilité serait un phénomène en quelque sorte artificiel, lié à l'allongement de la durée de vie, à l'amélioration des conditions d'existence. L'organisme féminin n'y serait pas vraiment préparé et s'exposerait fatalement à des maladies. Cette période de la vie des femmes constituerait ainsi une anomalie provoquée par la civilisation. Cette grille de lecture s'appuie notamment sur une comparaison avec les autres espèces animales. L'espèce humaine est la seule où la femelle vit longtemps après l'arrêt de sa fonction reproductive. La ménopause constituerait alors une aberration dans le règne animal, ce qui confère une faible légitimité biologique à ces années de vie que l'on pourrait qualifier en somme de surnuméraires, entre guillemets. En fait, les biologistes de l'évolution ont récemment identifié une sénescence reproductive dans d'autres espèces animales et développent l'hypothèse contraire selon laquelle l'arrêt de la fertilité féminine a été sélectionné par l'évolution pour une raison essentielle. Devenue infertile, la grand-mère ou la mère s'occupe mieux des enfants que si elle continuait à procréer, menant finalement un plus grand nombre d'enfants à l'âge adulte. Il y a environ 1,5 million d'années entre la disparition de l'Australopithèque et l'apparition des premiers Homo sapiens, l'augmentation de la taille du cerveau et de la durée de sa maturation a mis les nourrissons dans un état de vulnérabilité croissante, exigeant des mères des soins plus intenses et pendant plus longtemps. La sélection naturelle aurait alors favorisé les femelles prématurément infertiles qui pouvaient s'investir dans la survie de leur progéniture préadulte. La ménopause a donc joué un rôle majeur dans l'évolution humaine en facilitant le développement du cerveau et de l'intelligence. La ménopause aurait ainsi largement contribué à faire de nous, les humains que nous sommes, supérieurs aux grands singes. Cette mise en perspective souligne non seulement la légitimité biologique, mais aussi la légitimité sociale des années qui suivent la ménopause. Elle invalide une fois pour toutes les conclusions que pouvait encore tirer en 1969 des Rubens, je cite, donc ouvrez les guillemets, ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain. Les sociétés ont réservé des places très diverses aux femmes qui ne sont plus fertiles. La palette s'étend de l'épanouissement social et amoureux chez les Moaves, ou dans la société de cour des XVIIe et XVIIIe siècles, au suicide de la femme Jésus, qui n'a pas eu d'enfant en passant par la persécution des sorcières ou la perte de toute valeur érotique dans la société bourgeoise européenne. C'est d'ailleurs dans cette société, au XIXe siècle, que la médecine a forgé le terme de ménopause, englobant dans une notion stigmatisante arrêt des règles et de la fertilité, maladie physique et mentale et perte de statut. La médecine occidentale a cristallisé la notion d'âge critique et en a fait une spécificité de la biologie féminine. La ménopause, comme ensemble hétérogène d'éléments biologiques et sociaux, demeure une construction historique récente. À force de stéréotypes inlassablement repris et renforcés, cette représentation prévaut aujourd'hui à partir des années 1960 aux États-Unis et à partir de la fin des années 1970 en Europe de l'Ouest. La promotion et la justification médicale du traitement hormonal se sont appuyées sur la production d'un tableau extraordinairement négatif des femmes ménopausées. Certes, la ménopause s'accompagne chez un certain nombre de femmes de troubles très gênants, les bouffées de chaleur parfois, ou très graves, l'ostéoporose. Pour autant, affirmer ne serait-ce que par
prétérition que les femmes ne sont plus femmes et qu'elles sont vieilles à partir de la ménopause relève d'une opération de classement social fondée sur l'interprétation de caractéristiques biologiques où l'on reconnaît à l'œuvre le principe du racisme. Dans le même mouvement, la promesse d'un traitement hormonal prolongeant la féminité et la jeunesse produit deux effets. D'une part, ce discours renforce la naturalisation du processus de classement social. D'autre part, il propose une solution biologique à une situation socialement construite, empêchant précisément d'en faire une lecture critique. Le stigmate attaché à la ménopause se révèle aussi quand il atteint celui ou celle qui travaille sur cette question. Psychanalystes d'abord incomprises par leurs collègues pour avoir prétendu en faire un objet d'étude. Ou encore l'auteur de ces lignes, gentiment moqué par d'autres hommes. Ça te fait pas bizarre d'être monsieur ménopause? On ne sera donc pas étonné d'apprendre que j'ai le plus souvent été encouragée par les femmes. Mais, 3 petits points de suspension, pas par toutes. Alors qu'il n'en était qu'au stade du projet, ce livre a été refusé par une éditrice parisienne au motif qu'elle ne voulait pas que le terme ménopause apparaisse dans son catalogue. Enfin, la rareté des travaux en sciences humaines indique à sa manière le caractère tabou de l'arrêt des règles et de la fertilité. Cette chose dont personne ne parle, sauf ceux qui en ont le droit. Entre parenthèses, les gynécologues en l'occurrence. Et autour de laquelle s'organise une partie de la vie sociale. L'arrêt des règles et de la fertilité et leurs signes visibles, les bouffées de chaleur, constituent ce que Maurice Godelier a appelé un langage du corps qui a cet avantage parmi tous les langages qu'il court, arrête les mots dans un consentement vécu qui est en même temps reconnaissance du bien fondé de l'ordre des choses. Car à la limite, il suffit à une femme baruya de voir couler le sang entre ses cuisses pour qu'elle n'ait plus rien à dire et qu'elle consente muette à toutes les oppressions économiques, politiques et psychologiques qu'elle subit. Si dans les échanges avec les hommes, la disqualification est toujours possible, les représentations que les femmes se font de la ménopause ne relèvent pas nécessairement, on l'a vu, de la domination symbolique. Elles ne reprennent pas toutes à leur compte les stéréotypes négatifs, loin de là. Les situations sont donc contrastées et comportent plusieurs niveaux où les rapports de domination concrètes et symboliques se déclinent et évoluent différemment. On peut alors considérer l'expérience et la représentation de la ménopause comme de bons indicateurs du statut de sujet réservé aux femmes dans une société ou un groupe social. En d'autres termes, comme des indices de l'assignation des femmes à la fonction reproductrice ou de leur possibilité d'exister socialement en dehors de la seule procréation. Le présent travail s'inscrit dans un large mouvement d'évolution du rapport entre hommes et femmes qui, depuis les toutes dernières années du XXe siècle, n'est pas sans évoquer celui de la société de cour, précisément dans les classes dominantes et dans les pays les plus riches de la planète. Je conclurai sur l'exercice rhétorique toujours révélateur consistant à appliquer aux hommes le discours tenu sur les femmes. En effet, dans sa position dominante, le masculin s'identifie volontiers à l'universel et qualifie les dominés par leur spécificité. La catégorisation est donc un moyen de préserver la domination tout en l'occultant. Je reprendrai pour ce faire la question de l'utilité de la ménopause pour l'espèce humaine. Le fait qu'un homme puisse procréer jusqu'à sa mort naturelle permet la production d'enfants dont le géniteur est fort âgé et qui risque de devenir orphelin de père très tôt. Cette situation problématique dessert l'espèce, alors qu'un arrêt physiologique de la fertilité masculine à un certain âge éviterait la fabrication de veuves et d'orphelins exposés à la plus grande fragilité. Peut-être la violence masculine se chargerait-elle jadis de tuer les hommes, bien avant l'âge physiologique de la mort, comme cela se passait dans la société féodale, où le seigneur était mort depuis longtemps à la guerre, comme son épouse atteignait les 50 ans. Quoi qu'il en soit, on peut dès lors considérer que cette absence d'arrêt de la fertilité masculine est une aberration biologique que l'évolution a laissé passer et dont les conséquences deviennent éclatantes avec l'augmentation récente de la durée de la vie. C'est alors la physiologie masculine qui est problématique pour l'espèce et bien en retard sur l'heureux ajustement de la physiologie féminine. La médecine voudrait remédier à ce handicap masculin déplorable, à ce qu'il faudrait bien nommer une tare ramenant au niveau de l'animalité, à cette calamité responsable de bien des malheurs de l'humanité,
diraient même certains médecins. La médecine proposerait donc des solutions, la stérilisation masculine par la vasectomie et la contraception masculine hormonale. Les hormones en auraient sans doute un peu peur, mais la médecine les rassurerait en assurant qu'à partir d'un certain âge, un homme peut rester vraiment un homme grâce à la vasectomie. Certains médecins proclameraient que la contraception masculine hormonale protège les hommes du risque de maladies cardiaques et du cancer de la prostate et que ce traitement prolonge la jeunesse et la virilité. Plus tard, des études épidémiologiques montreraient les effets indésirables préoccupants, contraires à certains des bénéfices promis. Semant le trouble chez les prescripteurs et les utilisateurs, provoquant des polémiques sans fin entre cliniciens et chercheurs. Il n'est pas besoin d'aller plus loin pour illustrer à quel point on peut faire dire ce qu'on veut au langage du corps, et pour montrer que le discours dominant les valorisant sur la ménopause est arbitraire. Ce qui est en jeu, c'est le statut des femmes comme sujet, avant, pendant et après leur fertilité. Si les femmes obtenaient ce statut de sujet indépendamment de la fonction de reproduction, les hommes y perdraient la position dominante qu'ils acquièrent en se plaçant par essence hors d'atteinte de ce dont ils accusent les femmes. La remise en question des rapports sociaux entre les sexes construits sur la dévalorisation des femmes passe bien par la critique de l'âge critique. Alors voilà, effectivement, c'est assez intéressant. Mais en fait, quand il parle de ça, effectivement, moi je me disais, en le relisant là, j'ai pensé à un truc, mais en fait, les hommes aussi qui ont atteint à peu près après la cinquantaine, voilà, on sait aussi qu'il y a l'andropause, que ça existe, qu'il y a une diminution des hormones, plein de choses qui se passent. Mais finalement, ils n'ont pas forcément de problème si ils sont avec des femmes du même âge, puisque les femmes du même âge sont a priori ménopausées. Donc il y a aussi une question qui n'est pas soulevée dans ce qu'il évoque, enfin dans la fiction qu'il évoque en essayant d'appliquer les principes qui s'appliquent aux femmes si les hommes avaient été soumis aux mêmes contraintes de l'industrie pharmaceutique, etc., obligés de prendre des pilules, obligés de plein de choses. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de problème tant que les hommes sont pas là en train d'avoir des femmes énormément beaucoup plus jeunes qu'eux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une petite réflexion qui m'était venue en lisant cette conclusion-là, enfin en la relisant. Voilà, sur ce, je vous souhaite, donc pour ceux qui sont dans la période de Ramadan, de bien poursuivre tout ça, de bonnes réflexions, le printemps qui s'installe, voilà. Et puis écoutez, à bientôt, voilà, prenez soin de vous.